Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur Cybiopod, un podcast qui discute de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à débattre, à discuter plutôt d'une série de science-fiction. Nous en arrivons à la saison 3, puisque bien sûr il s'agit de Battlestar Galactica. Alors je suppose que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez besoin d'un petit résumé avant de vous lancer. Je vais continuer la méthode qui consiste à ne pas révéler en effet tout simplement l'intrigue et les intrigues secondaires, mais plutôt me concentrer sur les thématiques qui sont explorées parce qu'elles ont du sens. Et elles ont d'ailleurs d'autant plus de sens, surtout par rapport juste au podcast précédent, celui de la semaine dernière, où on parlait de résistance, alors dans un contexte particulier puisqu'il s'agissait de société de surveillance. Mais là on va parler de résistance suite à une invasion planétaire. C'est finalement ça qui est intéressant, qui met l'intensité on va dire dans cette saison, puisque à la fin de la saison 2, la flotte humaine et le Battlestar Galactica et la flotte humaine trouvent une planète habitable par pur hasard. Ils décident assez rapidement, après on va dire un certain nombre de péripéties politiques, décident assez rapidement finalement de s'installer, de tous s'installer sur la planète en question. Ce qui fait que comme ils peuvent respirer, ils ne sont plus dans les caisses à savon dans lesquelles ils étaient enfermés jusqu'à présent dans l'espace. Ça leur permet de souffler un peu justement, de se reposer, d'avoir du bon temps et donc finalement de s'adonner à toutes les activités humaines possibles et inimaginables, bien sûr, auxquelles nous pouvons penser dès lors que nous avons un tant soit peu de liberté. Et bien sûr, ça ne pouvait pas durer, hélas, puisque une année après, ou deux, je ne sais plus précisément en termes de temps, enfin le temps en tout cas que les êtres humains se lâchent un peu, se reposent un peu, eh bien les Cylons finissent par arriver, par les retrouver. La planète que les êtres humains ont dénommée New Caprica va en effet être envahie par les Centurions Cylons, donc les Centurions étant les robots, les versions robotisées des Cylons, les différents numéros connus de Cylons, de 1 à 7 si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est ça. De 1 à 8. De 1 à 8. Puisqu'il y en a 5 de plus, mais ça c'est une autre histoire, on y reviendra un petit peu après. Et donc la flotte militaire, bah oui, il y a encore le Pegasus et le Battlestar Galactica sont en orbite autour de la planète. Ils sont obligés en effet de partir assez rapidement, donc avec leur petite manœuvre d'hyperespace, et hop, ils disparaissent pour pas se retrouver dans les fourches codines d'une attaque Cylon à partir d'une orbite basse. Finalement, on se retrouve avec, ce ne sont que les prémices, je n'indique que les prémices, je ne rentre pas dans les détails. L'ensemble des êtres humains se retrouvent sous le joug des Cylons qui ont décidé de mettre en place une cohabitation forcée entre les êtres humains et entre les Cylons. Et bien sûr, il y a une chose qui est assez évidente, c'est que ça se passe très mal, il y a des mouvements de résistance qui se mettent en place, il y a donc un cycle finalement qui se remet en place, donc cette résistance qui s'organise attentat après attentat contre les Cylons, et contre surtout tout ce qu'ils représentent en termes de cohabitation et tout ce qu'ils symbolisent. Donc il ne faut pas oublier non plus, c'est que Gaius Baltar, qui était le chef scientifique, le scientifique en chef, pardon, excusez-moi, parce que là j'ai quasiment fait la traduction anglaise jusqu'au français, mais le scientifique en chef de la flotte civile et militaire Battlestar Galactica est devenu le président de la nouvelle colonie de New Caprica. Et donc il représente quelque part le symbole de cette cohabitation et de ce que cela suppose. Donc il se trouve dans une situation très bancale en tant que président, puisqu'il est obligé de finalement faire passer les ordres des Cylons, même s'il ne le veut pas. Ça c'est, on va dire, la situation à grands traits sur la planète New Caprica. En orbite, et en fait de manière très éloignée, puisque le Galactica et le Pegasus se retrouvent assez loin finalement de cette planète pour éviter quelques actions que ce soit, Adama décide de mettre en place des exercices de combat. Il décide qu'ils vont venir secourir, en effet, les gens qui se trouvent sur la planète. Mais ça va prendre du temps, donc il va falloir s'entraîner. Et ça fait 2 ans qu'ils ne se sont pas entraînés. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là qui se met en place. Bon, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont 2 Battlestars et pas juste un. Donc comme ce sont des grosses caisses à savon qui savent prendre les coups, sont en mesure de faire quelque chose avec s'ils ont un tant soit peu
on va dire, de génie dans les stratégies à mettre en place. Alors, concernant le cycle de la violence qui se remet en place sur New Caprica avec ce mouvement de résistance, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un véritable cycle, hein, c'est-à-dire des résistants tuent des Cylons décident de tuer des civils, ou les gens qui font partie de ces mouvements de résistance, s'ils arrivent à les trouver. Donc il y a un cycle de attentats, représailles qui n'arrêtent pas, attentats, représailles, emprisonnement, et ça continue l'escalade continue finalement, puisque petit à petit, c'est emprisonnement, c'est torture, et puis c'est aussi exécution, quoi. Et Laura Roslin, qui est sur la planète, et qui est redevenue, alors qui n'est plus présidente, d'abord parce qu'elle a perdu les élections contre Baltar, elle est redevenue une maîtresse d'école, et qui indique à un moment donné, je me rappelle très bien, que les gens désespérés font appel à des mesures désespérées. Donc c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que la cohabitation qui est mise en place, c'est une cohabitation qui est forcée, qu'elle n'est absolument pas appréciée par les êtres humains qui avaient décidé de venir sur cette planète. Et elle n'est absolument pas acceptée. Donc les Cylons arrivent comme s'ils étaient en terrain conquis, alors ce qui est le cas d'une certaine manière, mais le problème du terrain conquis, c'est qu'il se rebelle, et qu'il a décidé de résister, de ne pas se laisser faire, parce que le terrain conquis, les êtres humains sur le terrain conquis en question ont décidé de dire stop. L'aspect qui est super intéressant à ce moment-là, justement, de cette histoire, c'est que, qui est peut-être le plus intéressant malgré tout les péripéties, parce que c'est une série, enfin c'est une saison où il se passe beaucoup de choses, hein, mine de rien. Mais d'un point de vue presque philosophique, ce qui est intéressant, c'est que les Cylons arrivent et qu'ils ont décidé de manière unilatérale qu'ils allaient mettre en place une cohabitation avec les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a un côté quasi robotisé. Je veux dire, même les Cylons donc, qui ont forme humaine ne comprennent pas que ces choses-là ne se décident pas comme ça et qu'ils ne peuvent pas décider unilatéralement de se mettre juste à côté des êtres humains et de penser qu'une cohabitation est possible sans que, alors qu'ils ont éradiqué plusieurs milliards d'êtres humains sur différentes planètes. Le procédé est tellement gros que justement l'humanité qu'ils sont censés représenter, mais dans le sens où il y a des entités biologiques chez les Cylons, ça ne passe même pas le cap de leur compréhension. Ils considèrent qu'ils vont essayer ça. Et bien sûr, la première des choses que font les êtres humains quand on essaye de leur imposer un truc, quand un groupe d'êtres, quel qu'il soit, essaye d'imposer quelque chose à un autre groupe, il y a des résistances qui se mettent en place et des résistances qui vont jusqu'à la cruauté la plus extrême, bien sûr. Donc c'est dans ce sens-là qu'on voit dans les trois premiers épisodes, en effet, qu'il y a un cycle qui n'arrête pas, un cycle qui ne fait que répéter aussi quelque part ce que l'humanité dans le réel fait, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des pertes humaines, il y a des gens qui veulent de la vengeance, donc c'est l'émotion qui prend le pas, après c'est la froideur glaciale de la vengeance qui prend le pas, et ensuite ce sont les actions que l'on ne peut pas changer qui prennent le pas, et qui créent d'autres morts, etc., et ça n'arrête pas. Bien sûr, j'insiste un petit peu, mais c'est important parce que c'est bien montré, c'est-à-dire que c'est un cycle, et que si quelqu'un ne décide pas à un moment donné de dire stop, il faut qu'on arrête ça parce que ça sert à rien, ce cycle va se perpétuer tout seul. L'autre élément qui est intéressant, c'est de bien appréhender la ténacité de la famille Adama, donc du père et du fils, enfin plus du père que du fils pour être tout à fait honnête, parce que le fils, on lui a filé un Galactica, il est très heureux, il est très content, mais il a pris 10 à 15 kilos depuis qu'il a les responsabilités, il s'est un peu lâché, surtout je pense depuis qu'il faisait des allers-retours sur New Caprica. Maintenant, il ne ressemble plus à grand-chose, mais le père a gardé un mental extrêmement acéré qui fait en sorte d'essayer de tout maintenir en place. C'est-à-dire, il y a des petites scènes comme ça, et des petits détails, et sans rentrer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ne serait-ce que dans un corridor qui est complètement vide, hein, où il n'y a quasiment personne, récupérer une pièce qui est par terre, pour dire ça devrait pas être là. Donc on sent le perfectionnisme du personnage par ses actions. Donc ça aussi c'est très intéressant de se rendre compte qu'ils arrivent à faire passer à travers l'écriture et à travers les actes du personnage, en effet ce tempérament, ce caractère très particulier qui fait que la flotte du côté militaire, même si ça va être difficile, va reprendre les entraînements,
va reprendre fastidieusement la routine qui consiste à se lever tôt, à s'entraîner, à mettre en place un certain nombre de procédures qui vont être efficaces, etc. Même si tout le monde a la flemme sur le Galactica et sur le Pegasus, même si personne ne veut, même si les corps sont au ralenti, même si les manœuvres également ralentissent à cause de tout ça et de ce manque d'entraînement, on sent que Adama a le tempérament et le caractère pour remettre les choses en place. Et dans ce sens-là, c'était très intéressant, bien entendu. Et comme on s'en doute, et excusez-moi de raconter un tant soit peu, si le BSG s'entraîne à mettre en place ces manœuvres-là, c'est pas pour rien, donc ils vont effectivement, d'une manière ou d'une autre, le Battlestar Galactica, d'une manière ou d'une autre, finit donc par revenir à la rescousse. Et bien sûr, New Caprica, qui était pourtant une planète, c'est assez comique, ça. New Caprica était une planète donc, qui était vivable. C'est-à-dire donc à minima qui avait de la végétation et qui avait une atmosphère respirable. Donc les conditions de vie n'étaient pas idéales, mais c'était possible d'y vivre néanmoins. Et donc ils repartent finalement suivre le chemin religieux et spirituel qui est dans le livre, la fameuse Bible que Laura Roslin. Et donc ils vont continuer à suivre le chemin spirituel qui a été initialement posé dès le début de la série, dès le début de la première saison par Adama, à savoir retrouver la Terre, en fait retrouver les origines finalement de l'humanité. Et donc ils décident de tous partir. Effectivement la flotte est arrivée à récupérer une grande partie des êtres humains qui étaient sur cette planète de transition, et ils vont se diriger donc vers des marqueurs célestes qui leur permettent de comprendre où pourrait se trouver la planète Terre. Et c'est évident, les Cylons. Alors, il y a une espèce de cycle aussi un petit peu étrange dans le comportement des Cylons. Ils ont essayé détruire l'humanité et ils ne sont pas arrivés complètement. Donc, ils ont essayé de cohabiter, en fait, de manière unilatérale. Mais c'était pas une cohabitation, il n'y avait pas une volonté de faire la paix, il y avait une volonté d'imposer sa volonté aux êtres humains restants. Ça n'a pas marché, il y a eu résistance. Donc qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils décident de suivre les êtres humains ou de les devancer dans leur quête vers la planète en question, qui est la planète des origines. Donc là aussi, plutôt intéressant. Donc il y a des tas de péripéties, je veux dire, dans lesquelles je vais pas, qui sont très intéressantes personnellement. Enfin, j'ai trouvé pour l'essentiel super intéressantes, mais c'est pas l'objectif ici, bien sûr, de vous spoiler de ces éléments narratifs, quoi. Mais ce qui se passe par contre chez les êtres humains, en effet, est assez intéressant, et ça fait penser à la fin de la résistance en France, par exemple, hein, ou avec les femmes tendues. Enfin, même avant les femmes tendues, d'ailleurs, il y a eu des exécutions sommaires. Hein. Il faut se rappeler que toutes les personnes qui ont collaboré, enfin pour beaucoup en tout cas qui ont collaboré, soit ont été exécutées de manière sommaire, soit ont pu être exécutées après un jugement relativement sommaire. Je me souviens de passages assez particuliers avec le général Leclerc qui se retrouve en face de Français avec des uniformes allemands. Ça n'a pas fait semblant non plus, mais c'est pareil, c'est-à-dire on se rend bien compte que le cycle de violence n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des traîtres sont identifiés, il y a des tribunaux qui sont... Enfin, bon, je veux dire, le cycle classique de violence qui ne veut pas se terminer parce qu'il y a des gens qui sont décédés à cause d'un certain nombre de personnes et qu'on ne peut pas... On n'arrête pas les êtres humains qui ont soif de sang, quoi. Donc on les arrête très difficilement. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que c'est sur les quelques premiers épisodes, je sais plus le nombre, 4, 5 ou 6, toutes ces scènes, tout ce cycle de violence, il y a des flashbacks qui sont intégrés avec ces éléments-là, de manière à montrer comment la vie sur New Caprica fonctionnait, c'est-à-dire quand ils ont pu faire la fête, quand ils ont pu picoler un petit peu à l'air libre, quand ils ont pu danser, etc. etc. Donc il y a vraiment des aspects super valides et transposés en termes de contraste qui font qu'on comprend bien que le peu de joie qu'ils ont eu sur cette planète a été fortement amoindri par l'invasion des Cylons et que ça a eu des conséquences assez scabreuses et cruelles, quoi. Et ça contraste aussi, bien sûr, avec la réalité crue de la vie dans un vaisseau spatial, hein, où tout est un peu froid,
tout est un peu froid et sec, sans les aspérités et la beauté d'une nature qui est à apprécier autour de soi, quoi. Alors, il y a une partie, en effet, de cette vengeance. C'est vraiment, finalement, l'aspect de Battlestar Galactica qui est le plus intéressant, c'est cette propension à aller rechercher les affects des personnages, de certains groupes en particulier, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les anime en tant que groupe et en tant que personne. Parce que si vous prenez, par exemple, ne serait-ce que justement ce phénomène de représailles, de vengeance, même légalisé avec un tribunal clandestin, en fait, hein, donc c'est pas si légal que ça. C'est des résistants qui ont décidé de faire des recherches et de trouver tous les collaborateurs qui ont été dans le régime de Gaius Baltar et qui ont collaboré avec l'ennemi, c'est-à-dire avec les Cylons. Donc ils se permettent de les faire disparaître progressivement. Je veux dire, c'est un cycle de la violence finalement relativement classique, hein. Je veux dire, ça, comme je le disais précédemment, on a vu ça pas juste en France, on a vu ça pendant les guerres d'Asie du Sud-Est. C'est malheureusement ancré dans nos manières de faire, quoi. Mais il y a autre chose aussi, il y a encore autre chose qui doit être purgée en termes émotionnels, c'est la colère qui existe entre les amis, entre les gens qui sont dans le même camp, mais qui n'ont pas fait les mêmes choix. Par exemple, ceux qui ont décidé de partir sur New Caprica et ceux qui sont restés sur les vaisseaux spatiaux. Il y a un véritable ressentiment, et ce ressentiment, c'est pareil, il a besoin de s'exprimer. Donc ils ont trouvé, ça aussi c'était bien trouvé, justement, de mettre en place un ring de boxe où en fait le rang d'officier n'a aucune valeur. C'est-à-dire tout le monde met ses tags d'officier dans une corbeille et chacun met son nom à disposition dans le ring si quelqu'un veut se battre avec cette personne. Donc c'est ce qui se passe, ou un système équivalent, je ne sais plus où ce sont les tags militaires qui sont utilisés en fait pour désigner les personnes qui vont se battre. Et c'est bien entendu ce qui se passe, et Adama a des choses à dire à un de ses officiers mécanos qui s'occupe justement de la mécanique et des Vipers, donc ça finit effectivement en pugilat, enfin peut-être pas en pugilat, mais en combat de boxe assez inégal parce que malheureusement Adama est relativement âgé, je crois qu'il doit avoir une soixantaine à ce moment-là. Mais on voit bien qu'il y a des ressentiments. L'accent est mis d'ailleurs sur ce combat. Hein. Mais c'est pas le seul. Hein. Je tiens à signaler que le fils Adama aussi va se battre, hein, et pas pour les mêmes raisons. Et que, écoutez, on va voir des choses, on va voir des sentiments qui s'expriment à travers des combats. Et ça, c'est assez intéressant. Et tout y passe en fait, hein, finalement. Les infidélités professionnelles, aux tromperies intimes, hein, ce sera l'occasion pour certains de se mettre sur la tronche sans conséquence. Et donc sur cette flotte qui est maintenant en direction ou en recherche de la Terre, il y a tout de même un ou deux Cylons qui sont là, donc de forme organique, notamment Boomer qui a décidé de devenir officier, et qui a été promu officier par Adama. Vous avez Hilo qui est son partenaire, sachant que ces deux-là, ils ont eu un enfant ensemble. On en est à la saison 3, donc si je vous spoil quelque chose là, c'est que, sincèrement, vous le cherchez. Et ce qu'on voit à travers ces deux-là, c'est que c'est l'exact comportement opposé de ce qui s'est passé sur New Caprica. C'est-à-dire ce sont deux êtres humains, enfin pas deux êtres humains, il y a une Cylon organique, on va dire à forme humaine, et un être humain qui essaye de trouver un terrain d'entente affectif, mais qui essaye de le trouver. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a de l'affection réciproque, et c'est pas quelque chose d'évident à vivre parce que l'un des deux est un Cylon, et que ça suppose des tas de choses en tant que Cylon, justement. Mais cette personne décide d'avoir un officier, de porter un uniforme d'officier des 12 colonies. Donc là aussi, le point est totalement à l'inverse de ce qui s'est passé sur New Caprica. C'est-à-dire qu'elle est tolérée, d'une part, mais au-delà même du fait d'être tolérée, elle est acceptée, d'autre part, et enfin, elle a été promue. Ce qui prouve bien qu'elle a dû faire le travail qu'il était nécessaire d'effectuer, d'une part, et d'autre part, c'est que, je veux dire, dans la relation affective, il y a forcément, entre les deux, beaucoup plus de confiance réciproque, et il doit y en avoir beaucoup plus
entre deux si ça doit fonctionner. Ce qui est totalement à l'opposé, encore une fois, de ce qui se passait sur une Caprica, où ce n'était que des rapports de force cruels, des rapports de force, de la violence, de l'agressivité, etc. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de contraster cette relation avec celle qui se passe dans la flotte Cylon, puisque chez les Cylon, je suis obligé de vous spoiler ça, Gaius Baltar a été récupéré. Et Gaius Baltar, comme tout le monde le sait, il est un peu fou, quoi. Il entend des voix dans sa petite tête, quoi. Enfin, est-ce que c'est de la folie? Est-ce que c'est pas de la folie? Donc ça, c'est un des éléments, bien sûr, de la série pour lesquels l'audience peut se poser des questions. Mais ce qui est bien avec ce personnage, c'est qu'il se retrouve complètement livré au milieu spatial, on va dire, des Cylons. Donc il est complètement isolé. C'est ça aussi, dès le départ, que l'on sent très bien, c'est ce sentiment d'isolement, et qu'il finalement doit se faire des alliés d'un certain nombre de ces personnages, Cylon, pour continuer à survivre. Et d'ailleurs, bon, bien sûr, il fait tout pour survivre, autant que faire se peut. Ça, je veux dire, on peut faire confiance à Baltar, il fera tout ce qui est nécessaire, même s'il se trouve dans les pires des situations. Mais il y a un contraste de situation dans les relations entre humain Cylon, Cylon humain selon le milieu dans lequel il se trouve, qui fait que on comprend très très vite finalement le terrain émotionnel et les variances dans ce terrain émotionnel que peuvent éprouver les différents personnages, quoi. Donc après tous ces morts finalement qu'il y a eu, que ça soit en combat spatial, que ça soit en mouvement de résistance, il y a une chose qui se comprend très rapidement, c'est que tous ces morts en fait n'ont rien résolu, absolument rien. C'est-à-dire il faut bien qu'il y ait à un moment donné des gens qui essayent de mettre en place une coexistence, mais une coexistence qui est acceptée de part et d'autre, enfin qui est discutée et qui est volontairement acceptée de part et d'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport de soumission-dominance, il y a un rapport de on est d'accord pour faire un pas avec vous dans telle direction. On n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore, mais tous les germes de ces réflexions-là se mettent là, c'est-à-dire les relations de couple qui se mettent en place de part et d'autre dans la flotte Cylon et dans la flotte humaine avec Hilo et Boomer montrent bien qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible et qu'éradiquer l'adversaire n'est pas la solution, puisque la solution elle est d'un point de vue totalement pratique, elle est hors de portée, ils n'y sont pas arrivés. Sans compter, et c'est une bonne partie de la saison aussi, c'est tout à fait valable de le signaler, c'est que les épreuves pour survivre dans l'espace, elles sont toujours là, hein. C'est-à-dire le manque de ressources, que ce soit d'eau, que ce soit de nourriture, que ce soit de carburant, que ce soit d'oxygène, c'est toujours au centre des préoccupations journalières pour continuer à survivre dans l'espace. Donc ils sont obligés d'aller rechercher des ressources, il y a des sacrifices qui sont effectués. Il y a certaines personnes qui font cela au prix de leur vie aussi, ça il faut le comprendre. Hein. Le danger Cylon à ce moment-là, c'est-à-dire on voit les deux flottes, il y a parfois de plus ou moins des interactions qui s'effectuent en effet, il y a parfois des personnes qui décident. D'ailleurs, c'est un des aspects en effet de cette saison, c'est que certains Cylons commencent à comprendre que leur système démocratique, il est un peu bancal, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie... il n'y a qu'une partie des Cylons, c'est-à-dire les Cylons organiques, donc à forme humaine, qui peuvent voter. Et donc, les centurions n'ont pas cette aubaine-là. Et donc ça change, ça aussi ça change. Et comme ça change, il y a un vaisseau Cylon qui décide finalement de faire les choses autrement. Donc ça aussi, c'est-à-dire que l'influence réciproque entre les êtres humains, entre les Cylons, fait que chacun d'entre eux, alors peut-être qu'il y a un durcissement chez les êtres humains qui font qu'ils sont plus froids et plus calculateurs dans les décisions de combat notamment qu'ils doivent mettre en place. Mais en même temps, vous avez bien les Cylons, et notamment les Cylons organiques, qui décident, qui comprennent, qui commencent à comprendre l'étendue de leurs erreurs en termes de non-consentement, en termes de ne pas comprendre et ne pas vouloir intégrer le fait que les êtres humains ont besoin de faire les choses en fonction de leur propre volonté et de leur propre envie, plutôt que d'essayer de leur imposer quelque chose dans une relation maître-esclave, en fait. Hein. Choses qui ce sont des termes qui étaient, il n'y a pas très longtemps encore, utilisés dans l'informatique, et je crois qu'ils ont été éradiqués il y a peu de temps, au passage. Et donc c'est pour ça que le danger Cylon est devenu, en tout cas, il est devenu secondaire, c'est que les préoccupations internes vont très très vite reprendre le dessus, quoi. Et
donc tout ça, pour se rendre compte que au-delà des personnes qui restent là, qui disparaissent, donc et des personnages importants hein, qui ont eu un impact fort sur la série, sur les saisons précédentes, on se rend compte notamment que vous avez des murs de photos. Ça avait été très sympathique à voir en effet, le fait que les êtres humains, comme ils n'ont pas d'endroit en fait ils n'ont pas un endroit, enfin il n'y a pas de cimetière, ils n'ont pas la place pour ça en fait. Ils ont mis une place dans un couloir, dans un de ces corridors, il y a un mur qui est fait avec toutes les photos des personnes qui sont disparues. Donc ça c'était assez touchant de voir certains personnages venir se recueillir et venir voir les photos en question des personnes proches ou moins proches, qui ont disparu il y a peu ou il y a très longtemps, quoi. Ça valait la peine de voir que cet aspect, justement, de ce cycle de violence était intégré et montrait bien que ça a des conséquences émotionnelles importantes, quoi. Alors, un autre aspect à rappeler aussi, c'est que les conflits, il y avait un certain nombre de conflits et de conflits du travail sur New Caprica avant que les Cylons arrivent, donc ne pas oublier ça, et que ces conflits du travail, en fait, quand tout le monde a été récupéré dans les vaisseaux spatiaux, ils ne se sont pas envolés avec les conflits, enfin, ils se sont envolés avec plutôt, pardon, et donc le chef mécano Tyrol essaye de faire comprendre à l'amiral et à la présidente que les conditions de travail sur certains vaisseaux sont absolument atroces, qu'il y a notamment c'est quasiment des travaux forcés, quoi, hein. C'est-à-dire que les gens ne sont pas, en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'économie, les gens ne sont pas compensés, et donc c'est du travail forcé, il y a du travail d'enfant. C'était bien sûr très intéressant, enfin, ça valait la peine aussi de montrer que les conditions de travail dans lesquelles s'effectue la survie de la flotte, il est important d'en tenir compte. Surtout, et là aussi c'était d'autant plus intéressant, c'est que l'amiral et la présidente font la sourde oreille au départ, c'est-à-dire font comme si en fait les conflits n'existaient pas ou qu'il ne fallait pas en parler, etc. Cet aspect en fait de la série a été mis en place en 2007-2008 comme par hasard, juste au moment enfin juste avant la grève des scénaristes hein, qui prenait forme et qui prenait une certaine ampleur à Hollywood, quoi. Donc ça montrait bien, c'était une thématique qu'ils n'ont pas hésité à intégrer dans une fiction, alors que la chose se produisait en même temps à Los Angeles, que les piquets de grève commençaient à se mettre en place. Alors brièvement, je tenais aussi à indiquer qu'il y a la menace nucléaire a été un tant soit peu explorée, puisque dans la course-poursuite qui s'enclenche entre l'humanité et les Cylons pour trouver la Terre, il y a une menace d'échange nucléaire qui s'invite et qui teste la résolution de toutes les parties juste pour savoir si est-ce qu'il y a du bluff, est-ce qu'il n'y a pas de bluff, est-ce que l'information que l'on cherche à tout prix à récupérer, est-ce que ça vaut la peine que certains vaisseaux se fassent exploser de cette manière-là, ou que les êtres humains qui se trouvent encore sur X ou Y planète soient sacrifiés pour que les Cylons n'aient pas accès à certaines informations. Donc ça se met en place et je crois qu'on finit presque, peut-être pas dans l'apothéose, mais je pense que sur les derniers épisodes, c'est Gaius Baltar qui, d'une manière assez impromptue, se retrouve dans la flotte humaine. Et là, bien sûr, comme il a été président, et qu'il a été président sur New Caprica, il va falloir garder, comment dire, les formes, un tant soit peu, plutôt que de faire appel à toute la barbarie possible et inimaginable auquel, justement, l'espèce humaine est assez habituée, et donc on va essayer de garder les formes. Donc, qui dit garder les formes, dit l'emprisonner et dit lui mettre un procès pour haute trahison sur le dos, afin de voir de quelle manière il va se défendre et afin de voir ce qu'il va pouvoir dire à l'ensemble des gens qui l'accusent, puisque, bien entendu, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas tout à fait en accord avec ce qu'il a pu faire ou ce qu'il n'a pas fait, aussi, soyons précis, sur New Caprica et qu'il aurait peut-être dû faire. Ça vaut bien la peine parce que finalement, ça permet à nous en tant qu'audience, en fait, de nous poser la question de savoir est-ce que Baltar est-ce qu'il peut être vraiment tenu responsable de ces violences qui ont été perpétrées par les Cylons? Ou est-ce que comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de Baltar, on est dans les nuances de gris, hein, donc la seule certitude est qu'il a un certain instinct de survie et que cet instinct de survie, il surpasse tout le reste.
Mais en même temps, est-ce qu'on peut l'accuser de haute trahison, étant donné la manière dont un certain nombre d'ordres présidentiels ont été signés? Donc, il y a tout un débat là-dessus, bien sûr, qui se met en place, et je ne tiens pas à vous donner ici les conclusions. Je vous laisserai voir ça par vous-même, parce que il y a tout un débat sur l'éthique au niveau de qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. C'est très valable, finalement. C'est très valable de poser ces questions-là. Moi, je ne suis pas en train de dire que je trouve le personnage valide dans ce qu'il fait, hein, mais je pense qu'il y a des réactions d'autres personnages, et notamment de personnages qui l'ont défendu, qui sont super intéressantes et qui montrent bien le dégoût que peut susciter le personnage en question. Dans ce sens-là aussi, c'est tout à fait justifiable, c'est tout à fait compréhensible d'un point de vue psychologique. Et le côté très froid, finalement, que pose un personnage en particulier sur la situation du Galactica, sur la situation qui sont tous en train de vivre, sur les culpabilités de chacun. Ça aussi, l'exploration psychologique, elle était plus que valide. Elle valait bien la peine, en effet, que l'on puisse comprendre l'ensemble de ce cycle de violence qui est perpétué, de quelle manière ça se réverbère, quelle que soit la flotte dans laquelle on se trouve. En même temps, de quelle manière on comprend qu'un certain nombre de couples, Cylon, être humain, quelle que soit la flotte en question, aussi commence à faire changer la dynamique émotionnelle et psychologique, puisque chacune des flottes en question veut survivre. Donc finalement, comme la volonté de survivre, elle est toujours là, malgré les péripéties pendant le parcours, on comprend bien que ça sert à rien d'aller se massacrer dans l'espace, quoi. D'une certaine manière, ça ne sert absolument à rien, c'est contre-productif pour tout le monde. C'est une perte de temps et de ressources, c'est juste de la vengeance pure et dure. Un peu comme l'amiral Kane, finalement, de la saison 2 dont je parlais, qui est totalement focus, qui est totalement centré sur ce qu'elle doit faire, ou ce qu'elle considère être la bonne chose à faire en termes d'utilisation de ses ressources, et ce qu'elle était prête à sacrifier pour ça. Ça aussi, c'était très intéressant d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve, et de la comparer au Galactica. Bon, comme je l'ai dit, de toute façon, j'ai adoré la saison 2, mais la saison 3 était intéressante aussi, parce que c'est un vrai rebondissement par rapport à ça, quoi, hein. C'est-à-dire que on explore différentes facettes de ce cycle d'action de combat et de représailles, et de qu'est-ce que cela engendre intérieurement chez les êtres humains qui malheureusement pour eux vont devoir subir ces situations, quoi. Voilà, donc bien écoutez, je pense en tout cas avoir fait un tour assez rapide mais assez étendu néanmoins de cette saison, sans trop rentrer dans les détails. Et j'espère en tout cas que j'ai su garder une certaine mesure. Je vous dis au prochain numéro, qui sera certainement un jeu vidéo. On va rester dans ce type de jeu vidéo d'ailleurs, je pense, c'est-à-dire que le dernier c'était BioShock, donc je pense que ce sera un jeu de ce type encore, vu à la première personne, un peu plus intelligent que la moyenne, voire plus intelligent que la moyenne, parce que ce sont des... Alors, ce sont pas nécessairement des... J'en dirai plus la prochaine fois. J'espère que vous avez eu une bonne écoute de ce podcast, que vous avez passé un moment intéressant en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur le canal de Cybiopod. Au revoir.